Donc, comme je l'annonçais, on a eu l'OFQJ, qui est l'Office franco-québécois pour la jeunesse, qui a soutenu l'initiative, qui a soutenu la participation de 5 jeunes innovateurs sociaux français qui sont là, qui étaient là depuis dimanche, et le GCF aussi. Donc, je vais passer leur intervention. Donc, ils ont préparé quand même un mot pour nous au niveau de la conférence. Donc, je vais passer le mot de l'OFQJ et après, le GCF va intervenir directement et on va commencer à prendre quelques allocations officielles. Avant l'allocation, quelques keynotes. Donc, je vais lancer ça. Bonjour, mesdames et messieurs, participants de cette belle initiative du Bénin ESS Tour. Je suis Marianne Bézem, je suis la secrétaire générale de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, basé à Paris. Je ne pouvais pas être parmi vous aujourd'hui, j'en suis vraiment navrée, mais je tenais absolument à vous adresser un petit mot de bienvenue à travers cette petite vidéo. Alors pourquoi l'Office franco-québécois pour la jeunesse est partenaire de cette belle initiative et de ces 3 jours de rencontres que vous vous préparez à faire? Eh bien tout simplement parce que nous sommes un organisme qui soutient depuis 55 ans la mobilité des jeunes adultes entre la France et le Québec, mais aussi depuis 20 ans, la rencontre entre les porteurs de projets à l'échelle de toute la francophonie sur de multiples thématiques. Et nous organisons régulièrement des échanges, des rencontres sur des thèmes très variés, réunissant des porteurs de projets de toutes les nationalités francophones. Alors, le thème de l'innovation sociale, nous nous y sommes plongés depuis 2019. Nous avons organisé à Paris les premières rencontres francophones de l'innovation sociale, donc en 2019, avec une centaine de participants et 17 nationalités représentées. Et puis, le Covid est passé par là. Nous avons organisé la 2e édition en 2021 et en 2022, nous avons organisé un parcours d'accompagnement des jeunes porteurs de projets, des jeunes innovateurs francophones, à travers 4 rencontres sur toute l'année. Et l'objectif de ces rencontres, depuis le début, et c'est les mêmes objectifs qu'on retrouve dans le Bénin ESS Tour, c'est de donner les clés de compréhension de l'innovation sociale francophone avec toute sa richesse et toute sa diversité, et aussi de donner accès à un réseau pour accélérer le développement de vos projets socialement innovants. Alors, c'est dans le cadre de ce parcours d'accompagnement que nous avons eu l'occasion de collaborer à nouveau. Nous nous connaissions déjà avec Élisée Ditcharé et Emeline Amoussou. Ils sont intervenus dans le cadre du parcours, ils ont été très actifs. Et puis ensuite, ils nous ont fait part de ce projet de l'incubateur béninois L'Envol, d'organiser une conférence internationale sur l'ESS. Alors, il allait de soi pour nous que cette initiative s'inscrivait dans la droite ligne de ce que nous souhaitons faire et que nous ne pouvions que la soutenir. C'est pour cela que nous prenons en charge la participation de jeunes innovateurs français au Bénin ESS Tour. Alors pour nous, ces 3 jours très riches et très inspirants auxquels vous allez participer représentent en quelque sorte une étape supplémentaire en Afrique dans ce parcours d'innovation sociale que nous souhaitons enrichir de plus en plus et qui va forcément apporter de très belles pistes de développement. Et puis, ça s'inscrit aussi dans le soutien à d'autres innovateurs locaux, notamment, je pense, à Blolab et son fondateur, Médard Agbayazon, au Bénin également. Alors, est-ce que nous allons nous arrêter là? Non, bien sûr. Nous prévoyons une 4e édition des rencontres francophones de l'innovation sociale. Ce sera en France en début 2024 et ça sera sous le thème d'accélérer les transitions indispensables à notre société et à notre économie. Alors, rendez-vous en 2024 pour faire mieux connaissance et d'ici là, il me reste à vous souhaiter des échanges fructueux et des conférences inspirantes. Grand merci à vous et bons travaux. Bonjour à tous, merci à tous d'être présents, à toutes et tous. Je suis désolé, moi je vous vois pas, mais vous me voyez, donc c'est toujours un exercice un petit peu particulier. Je vais me dire que je parle à une salle et pas tout seul devant mon ordinateur.
Je représente Aude Saldana, qui est la secrétaire générale. Moi, je suis coordinateur de programme au GSEF, au Global Forum for Social and Solidarity Economy. On est ravis de soutenir et de participer à l'ESS Bénin Tour. La dynamique entamée par les jeunes pendant cette semaine à travers tout le Bénin était fantastique et se clôture ici avec 3 journées de conférences à Cotonou qui vont être de sûr très enrichissantes. Nous, on aurait aimé être présents. Malheureusement, on ne pourra pas pour cette fois, mais on a un de nos membres qui est le REMSES, le réseau des maires du Cameroun, qui est présent avec vous dans la salle. À partir de demain, il y a l'ONG Anavi qui sera présente avec vous, qui vient du Togo, puisque en parallèle du forum chez vous au Bénin, il y a aussi le forum FECOSOL pendant 3 jours au Togo. Donc l'ESS a cette semaine la part belle. Et plus que cette semaine, j'irai un peu plus loin en disant que actuellement l'ESS au niveau international, on connaît vraiment un momentum, puisque l'année dernière, en juin dernier, c'est d'abord l'OIT, l'Organisation internationale du travail, avec du coup le syndicat des employeurs, des salariés, donc l'ensemble des parties prenantes de l'ESS qui se sont mis d'accord pour une définition commune qui prenait l'ensemble des formes de solidarité et de coopération, même jusqu'à l'économie informelle, l'économie populaire en compte, et qui fait des recommandations sur l'ESS comme nouveau paradigme économique de développement à travers les territoires, que c'est à partir du local et de l'organisation des personnes de recentrer l'économie, comme disait Karl Polanyi, réencastrer l'économie, donc vraiment l'humain et les acteurs, les collectivités qui sont les personnes qui mettent en œuvre et qui font l'économie d'un pays, et que ce soit pas juste une économie capitalistique. Donc on a eu d'abord la définition internationale de l'OIT, puis le CDE qui a fait une recommandation, qui est en train de mettre en place une boîte à outils pour accompagner les États, les collectivités et les acteurs pour favoriser un maximum la promotion et la diffusion de l'ESS à travers le monde. Et actuellement, à l'ONU, a été validé et sera voté cette semaine officiellement une recommandation de l'ONU en disant que l'ESS était le meilleur moyen pour 2030 pour réussir à remplir les objectifs de développement durable. Donc nous sommes apparemment, vous ne nous entendez pas très bien, mais bon, je vais continuer en espérant quand même que vous comprenez un maximum. Mais donc actuellement, il y a l'ONU qui est en train de... ça y est, ça a été... tous les pays se sont mis d'accord, il n'y a plus qu'à le valider en Assemblée Générale. Donc dans une semaine, voilà, l'ONU va aussi faire sa recommandation. Nous, on y est impliqués puisque en tant que GSEF, nous, on a un réseau de 86 membres à travers 37 pays et notre vision est vraiment de mettre les acteurs du terrain avec les collectivités, les gouvernements locaux autour d'une table, les chercheurs, etc., l'ensemble des parties prenantes d'un territoire pour que ce soit eux, ou en tout cas vous, qui décidiez de l'avenir de votre territoire, des choix stratégiques, sociaux et environnementaux, en remettant, comme je le disais, l'humain au cœur. Et je finirai donc, je vous disais qu'actuellement il y avait la fin du forum du Togo et donc un avis qui est certains acteurs togolais qui vous rejoignent à partir de demain. Vous êtes là pendant 3 jours au Bénin pour une conférence super intéressante. Dans un mois, il y aura le forum de Dakar qui est le forum international. Donc là, l'Afrique actuellement est super dynamique. La jeunesse organise énormément de choses. L'Union africaine, dans son plan jusqu'en 2065 et dans sa stratégie décennale, a mis en avant l'ESS. Donc vous faites partie actuellement d'une grande dynamique et on est fiers de pouvoir participer et la soutenir du mieux qu'on peut. Je serai pas beaucoup plus long. L'objectif, c'est que vous puissiez échanger et on voulait juste vous souhaiter 3 jours de conférences enrichissantes. On suivra un maximum de loin et je vous invite tous aussi à Dakar et à l'avenir à se rencontrer. On essaiera de venir d'ici la fin de l'année. Bonne conférence à tous et à tout bientôt. Je vous remercie.
Merci Martine. Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, représentants les autorités, chers participants, je vais rapidement dire un petit mot et puis ensuite je propose poursuivre. Je tenais simplement, donc je suis Marie Veillon, je représente l'ambassade de France, qui représente elle-même le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en France. Je souhaitais remercier les organisateurs pour la tenue de cet événement aujourd'hui. Il est en effet inspiré des rencontres francophones de l'innovation sociale organisées par l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Et au Bénin, les initiatives se multiplient, donc nous sommes ravis de soutenir la rencontre d'aujourd'hui qui va permettre de mettre en lumière cette dynamique et de la soutenir. Le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à l'innovation sociale et à l'économie à l'ESS sera cette année accru à travers les actions de l'Office franco-québécois de la jeunesse. La France et le Québec ont en effet souhaité mettre en 2023 en lumière ces actions à travers l'année de l'innovation franco-québécoise. Ainsi, le ministère soutiendra l'organisation à l'automne à Paris de la 3e édition des rencontres francophones de l'innovation sociale de l'Office franco-québécois de la jeunesse. Et l'Office sera également représenté, ça a été dit tout à l'heure, à Dakar pour le 6e forum de l'économie sociale et solidaire. Voilà, je tenais aussi à souligner et à remercier la présence de la délégation de 5 experts francophones qui a été permise par le soutien du ministère et de la mobilisation de l'OFQJ. Cette délégation enthousiaste va permettre de nourrir le contenu des échanges. Je les remercie pour leur participation et je nous souhaite de très bons travaux. Merci beaucoup. Donc nous avons le professeur Simopé qui est là en ligne avec nous. Merci beaucoup en tout cas de votre accueil et ravi du coup même à distance d'être parmi vous et félicitations véritablement pour ces journées et tout le travail, je sais, de mobilisation qu'il y a eu autour, et c'est tout à fait significatif et très important. Et je remercie beaucoup Élisée de son invitation. Donc moi je suis enseignant chercheur à Sciences Po Bordeaux, donc qui est une grande école dédiée aux sciences politiques à Bordeaux. Donc on est lié, je crois que vous avez eu aussi une intervention de Martin Georges. Donc on est lié évidemment au Global Social Economy Forum et on suit à tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Là, il a dû vous le dire, mais il y a une résolution qui est en cours d'adoption, là, qui est adoptée en réalité, qui va être proclamée véritablement à l'Assemblée générale des Nations unies, qui fait le lien entre, donc, c'est-à-dire quel est le rôle de l'économie sociale et solidaire dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Et on sait que ces objectifs de développement durable, leur intérêt, évidemment, c'est qu'ils ne concernent pas que les pays du Sud, mais ils concernent bien le Sud comme le Nord, parce que, je veux dire, évidemment, le Nord n'a pas tout à fait de leçons à donner, puisque beaucoup des difficultés dans lesquelles le monde est plongé, qui expliquent le fait que l'on parle de développement durable, sont liées à nos pays. Donc c'est très important, effectivement, dans ce dialogue et dans cette œuvre commune, finalement, et dans ce partage d'objectifs au niveau planétaire. Alors pour ce qui concerne, du coup, moi je travaille avec le GCEF, notamment sur la question de la recherche autour des politiques publiques d'économie sociale et solidaire, parce qu'on voit qu'elles se diffusent en travers le monde. On a vu notamment, par exemple, ces dernières années, les lois à l'économie sociale, les lois cadres, se développent. Pardon, j'avais coupé le micro sans faire exprès. Il y en a une vingtaine au niveau du monde, plutôt concentrées en Europe, en Amérique du Sud et en Afrique. Voilà, donc vous êtes, comme nous, particulièrement en avance, je dirais, sur ces sujets-là. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que maintenant, on voit aussi beaucoup de collectivités, de gouvernements locaux, s'en saisir également. Alors, on a mené des travaux. Moi, j'ai des étudiants qui ont travaillé, qui ont fait des monographies d'ailleurs sur ces politiques locales d'économie sociale et solidaire. Alors, on a fait tout. On a fait les villes métropoles, les régions, mais aussi les États. On a regardé un petit peu tout ça. Et là, on va publier demain, je m'enverrai à Élisée si ça vous intéresse, on va publier une série de notes en 150 pages de travaux sur ces sujets-là pour essayer d'aller saisir un petit peu ces politiques locales d'économie sociale et solidaire, parce que on voit bien effectivement qu'il y a une bascule qui est en train de s'opérer, parce qu'on a besoin d'inventer finalement d'autres modes de développement. On ne peut pas être sur un mode de développement
je dirais, capitalistique. L'idée, c'est véritablement de s'appuyer sur les ressources locales, de s'appuyer sur du développement endogène, de faire en sorte effectivement que les communautés locales s'impliquent dans la résolution de problèmes, s'impliquent dans le développement d'activités économiques, renforcent le lien social. Voilà, donc, et protège finalement les populations. Il s'agit aussi beaucoup de ça. Je pense notamment à l'objectif de l'ODD 8 sur le travail décent. Il y a des enjeux forts en termes de sécurisation du travail, je dirais, en termes de soutien au développement d'activités économiques et en termes de protection sociale liée à l'économie sociale et solidaire, qui développe effectivement beaucoup d'activités autour de cela. Alors, Élisée m'avait demandé de vous présenter en quelques mots peut-être aussi la politique bordelaise. Pour vous donner un exemple, puisque on travaille sur ce sujet-là, et donc à Bordeaux, on a essayé de se saisir de la question de l'économie sociale et solidaire. Et pour nous, ça fait particulièrement sens parce que auparavant, si vous voulez, donc en France, on a une logique de métropolisation, donc c'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'était ces dernières années de concentrer véritablement le développement économique, la production de richesses et l'habitat humain sur des grandes métropoles. Et donc il y avait une problématique d'ailleurs de désertification des territoires ruraux. Nous, on est vraiment dans un phénomène d'aspiration sur des grandes métropoles. Et du point de vue du développement économique, ça se traduisait par l'idée de l'attractivité économique. Alors qu'en fait, vous aviez des grandes métropoles qui étaient en concurrence les unes avec les autres pour essayer d'attirer des entreprises qui devaient développer, créer des emplois, voilà. Et en fait, ça a généré beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'au niveau de la métropole, il y a eu une croissance très forte de la métropole, avec beaucoup de construction de nouveaux quartiers notamment, mais dans des conditions assez difficiles. Donc, on a des formes d'habitat qui se dégradent, à vrai dire, avec derrière des problèmes d'insécurité aussi qui se développent de plus en plus, des problèmes de mobilité, puisque du coup, il y a des mouvements pendulaires au niveau des déplacements en voiture qui se font entre les territoires voisins et la métropole. Et donc, il y a des bouchons très importants, donc les gens n'arrivent plus à accéder en réalité à la métropole. Donc, il y a vraiment eu une forme d'essoufflement de ces politiques et d'attractivité territoriale au niveau des métropoles. Et maintenant, on essaye de reconfigurer les choses. Et donc, le double mouvement qui s'opère, c'est d'aller vers un développement plus endogène, fait à partir des besoins des populations, fait avec les populations, c'est-à-dire faire en sorte que les habitants soient directement impliqués dans la construction des projets, du développement économique, et puis de l'autre côté, effectivement, que tout cela soit dans une logique de ce qu'on appelle nous de transition, mais qui correspond aux enjeux de transition socio-écologique, mais qui en fait correspond aux objectifs de développement durable, c'est-à-dire qui répondent finalement à des enjeux de transition, donc de cohésion sociale, de transition écologique. Parce que, évidemment, nos modèles ne sont pas du tout soutenables au niveau de ces métropoles. Donc, on a des enjeux assez forts autour de cela. Et c'est là que l'économie sociale et solidaire devient effectivement, alors qu'elle était considérée comme quelque chose d'assez marginal, une économie un peu gentille, mais finalement marginale à l'époque, et bien désormais, elle est au cœur véritablement des objectifs et des stratégies de développement économique, avec des enjeux très très fort autour de cela, notamment par exemple il y a ce que l'on va retrouver d'ailleurs dans tous les gouvernements locaux, vous pouvez connaître ça, c'est-à-dire des enjeux au niveau de la commande publique, faire en sorte que la commande publique effectivement soit davantage orientée vers l'économie sociale et solidaire. Des enjeux, donc ça il y a des schémas, il y a des objectifs qui sont définis pour faire cela, pour faire en sorte qu'il y ait un accès à la commande publique, parce qu'il y a des fonds et il y a de quoi créer, de générer de l'activité. Donc il y a un premier axe clairement sur ces enjeux-là. Il y a un deuxième axe autour de la question des coopérations territoriales et du développement de l'innovation sociale. C'est le thème de ce panel. Donc c'est comment on fait en sorte effectivement face aux nouveaux problèmes publics qui émergent autour des déchets, autour de la mobilité, autour de l'alimentation, autour de ces grands enjeux finalement qui sont écologiques et sociaux à la fois. Comment on fait pour que effectivement des acteurs de l'économie sociale et solidaire apportent des réponses. Et de ce point de vue, par exemple, on a un gros projet au niveau de Bordeaux sur les quartiers populaires, donc à Bordeaux Nord, qui s'appelle ICOS et qui est un gros projet autour de l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'en fait, la métropole a donné du foncier pour que ce projet puisse se développer. Il y a actuellement un montage financier qui est en train de s'opérer, différentes collectivités qui vont mettre de l'argent, l'État aussi. Donc, c'est un pôle territorial de coopération économique qui se crée autour de l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, ce sont une dizaine d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont engagés dans le réemploi de déchets. Donc, c'est des vêtements, c'est du matériel sportif, c'est de l'électroménager, c'est tout
un tas de biens de consommation finalement, et qui sont là dans une logique de réemploi avec une dimension aussi village pour permettre aussi de la sensibilisation auprès des publics, et notamment des jeunes. Enfin voilà, donc et là, ça nous permettrait notamment d'atteindre les objectifs d'économie circulaire, quasiment d'atteindre les objectifs d'économie circulaire de la métropole. En fait, juste ce projet-là, qui est un énorme projet donc à Bordeaux, qui permettrait de créer 200 emplois, des emplois qui par ailleurs seraient des emplois d'insertion, donc destinés à des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Vous voyez, donc là, il y a un enjeu. Voilà, comment on fédère effectivement des acteurs pour monter des gros projets qui sont des projets industriels, mais dans le champ de l'économie sociale et solidaire, et dans le champ de la transition et du développement durable. Voilà. Donc là, vous avez un deuxième axe, par exemple, qui peut être mentionné. Il y a un troisième axe qui touche aux questions d'emploi, effectivement, aux questions d'emploi, comment on fait en sorte que les personnes qui sont exclues de l'emploi puissent être accompagnées, ou qui ont des emplois, des formes dégradées d'emploi, puissent être accompagnées du mieux possible. On a par exemple un projet qui s'appelle, là aussi dans notre quartier populaire, qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée. C'est comment on mobilise les personnes qui sont au chômage depuis très longtemps, comment on fait en sorte qu'elles construisent des activités économiques qui viennent répondre aux besoins des habitants. Voilà. Donc, et ça, tout ça est accompagné, soutenu par la mairie, bien sûr, avec aussi le soutien de l'État derrière. Et donc là, vous avez une candidature à cette expérimentation qui vient d'être déposée par la ville de Bordeaux et ce qu'on appelle des entreprises à but d'emploi qui vont bientôt être créées. Donc là, c'est un premier exemple. Vous avez un deuxième exemple aussi sur ces formes de protection de l'emploi par exemple dégradé. Nous, on a le phénomène de l'ubérisation, ce qu'on appelle l'ubérisation. Donc, ce sont des plateformes de livreurs à vélo, notamment, qui livrent des repas à domicile, donc sur marchand. Faut payer évidemment à travers à travers des applications sur le téléphone. Et donc vous avez des populations qui sont en grande précarité. Souvent des gens qui peuvent être sans papier ou des jeunes qui peuvent être sans papier souvent, qui cumulent effectivement un certain nombre de difficultés sociales et qui se retrouvent à faire ce type de travail qui est au demeurant très difficile parce qu'ils sont à vélo, ils prennent des risques, il y a beaucoup d'accidents, voilà. Et donc pour ça, la mairie par exemple a créé une maison des coursiers, une maison des livreurs à vélo. Donc c'est un lieu à la fois d'accès au droit, donc il y a des avocats qui peuvent les accompagner dans leur démarche. Il y a des associations humanitaires qui viennent également leur proposer des accompagnements. Ils peuvent y trouver un lieu de repos, un lieu aussi sanitaire pour se laver, prendre un peu de temps pour soi, pour aussi créer du lien social entre les personnes. Ouais. Donc ça, c'est un autre exemple, par exemple, autour des questions d'emploi. C'est immédiatement très concret. Et puis, il y a un dernier axe aussi qui me semble important à mentionner. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vous signale ce qui me paraît les axes qui me paraissent être les principaux. C'est un sujet autour notamment de tout ce qui touche au foncier. C'est-à-dire comment, parce que, comme je vous disais, la métropole avait attiré beaucoup d'activités économiques, avait construit beaucoup, avait été un peu livrée aux promoteurs immobiliers en réalité, ce qui explique aussi toutes les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui. Et donc là, il y a un gros enjeu d'accès au foncier pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, parce que les prix du marché sont très élevés. Et donc là, la ville, la métropole ont des enjeux très forts autour de cela et donc développent par exemple l'occupation temporaire de biens immobiliers, peut effectivement faire, maintenant ils vont faire ce qu'on appelle des baux réels solidaires. Ça, en fait, l'idée c'est que la propriété reste celle de la ville, mais en gros ils donnent qui permettent effectivement l'accès au foncier à ces acteurs de l'économie sociale et solidaire en faisant baisser les prix. Il y a une foncière solidaire qui a été créée pour faire du rachat de terrain. Donc il y a tout un tas de sujets comme ça qui sont en train de se mettre en place et on voit que tout ça accélère. Donc ce qui est très intéressant, je vous ai cité un peu cet exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Vous avez tout un tas d'études qui sont faites sur de nombreuses villes et ceux à travers le monde. Là, c'est un exemple à Bordeaux, celui que je connais, celui où je vis, celui que je suis tout particulièrement. Mais ce sont des phénomènes effectivement que l'on retrouve partout. Et moi, je me demande, et finalement, je voulais partager aussi cette réflexion avec vous. J'ai le sentiment, depuis notamment la crise du Covid, depuis ce momentum international dont a dû parler Martin autour de l'économie sociale et solidaire, j'ai le sentiment qu'on constate des signaux finalement d'un changement de paradigme, d'un changement de référentiel de développement économique, avec cette idée que finalement c'est peut-être pas toujours l'internationalisation, c'est peut-être pas toujours les formes d'économie capitaliste qui sont à privilégier, mais plutôt des formes de développement endogène où on s'appuie sur les ressources des territoires notamment. C'est-à-dire que c'est une économie qui est très ancrée sur les territoires, donc on va
s'appuyer sur les habitants, on va s'appuyer sur les petites et moyennes entreprises de ces territoires, et puis on va faire en sorte effectivement de traiter de faire un développement économique qui soit local, qui soit durable, qui soit inclusif, véritablement, avec des enjeux très forts autour de la place des femmes, autour de la place des jeunes, en particulier. On le voit notamment le forum de Dakar qui aura lieu, le forum mondial de l'ESS qui aura lieu à Dakar dans maintenant peu de temps, on va dire, dans un peu plus d'un mois, sera effectivement, mettra en lumière notamment ces enjeux-là. Et donc on a finalement, moi j'ai le sentiment que se dessine à travers tout cela une forme de redéfinition des référentiels de développement économique pour lesquels je crois que pour le coup des pays tels que l'Afrique, on sait que il y a des formes communautaires d'économie qui sont déjà préexistantes. Moi, à mon avis, c'est vraiment vous avez des ressources, à vrai dire, assez intéressantes et très fortes et des vraies opportunités, me semble-t-il, autour de ces nouveaux modèles qui émergent. Et sans doute d'ailleurs, moi, j'espère d'ailleurs apprendre beaucoup, à vrai dire, en venant à Dakar, début mai. Voilà. Donc, c'était peut-être ce que je pouvais vous dire pour essayer de cadrer un petit peu les choses et en tout cas, des initiatives comme celle qui se met en place avec le Bénin ESS Tour, je crois, sont en train de se diffuser véritablement dans le monde. Donc, je crois que cela participe d'un mouvement d'ensemble, véritablement, et qu'on est là, je crois, dans le sens véritablement de l'histoire. On n'est pas juste dans un épiphénomène. Moi, je le vois à travers toutes les sollicitations que l'on reçoit. C'est en train de bouger, les lignes bougent absolument partout, et c'est tout à fait intéressant. Voilà. Donc, je crois qu'il faut, pour conclure sur ces éléments, je crois qu'il est très important véritablement de défendre d'abord cette vision du développement qui est portée par l'économie sociale et solidaire à travers des formes plus endogènes qui partent véritablement des réalités locales des territoires, de leurs spécificités. Il ne faut pas arriver avec des modèles plaqués, pas arriver avec des modèles descendants, et faire en sorte effectivement de s'appuyer véritablement sur l'existant. Et puis surtout soutenir tout ça à travers les politiques publiques, quoi. Je crois que les élus ont un rôle majeur à jouer pour accompagner, pour donner l'impulsion et pour accompagner ces dynamiques. Voilà. Et je crois que nous avons là l'occasion de développer une véritable communauté internationale, mais qui soit fondée autour d'une vision partagée de ces objectifs finalement de développement durable. Voilà ce que je pouvais vous dire peut-être dans le cadre de cette keynote et je vous remercie encore vraiment de votre invitation et je salue véritablement cette initiative tout à fait formidable que vous avez aujourd'hui.